Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go! Mais à travers son regard, je réussis à voir la beauté et la grâce, la puissance. Bienvenue sur cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, je vais accueillir Anne-Gaëlle. Comment vas-tu? Ça va et toi? Moi, ça va. Je suis content de te recevoir. Je voulais déjà te recevoir pour la saison 2. Ok. Et là, tu seras dans la saison 4. Donc voilà. C'est important de le préciser. Toujours. toujours. Mais de toute manière, il faut jamais blâmer mon contrariété. Ok. Donc voilà. Comme d'habitude, l'épisode commence. Qui es-tu? Anne-Gaëlle, j'ai 40 ans dans un mois. J'ai une petite fille qui aura 6 ans. Voilà. En gros. Ok. On va commencer par ton parcours scolaire. Mon parcours scolaire. Alors, j'ai un bac L. À l'époque, il faisait encore cette hérésie qu'on appelle L spécialité maths. C'est parce que j'étais, on va dire, les fesses entre deux chaises. Et après, j'ai fait des études de droit en Guadeloupe. J'étais censée partir en prépa littéraire et j'y suis pas allée pour plein de raisons. J'ai fait ce qu'on a à l'époque, c'était encore le DUG. J'ai un DUG de droit que j'ai eu à Fouilleul. Et ensuite une licence et une maîtrise de droit des affaires que j'ai fait à Bordeaux. Parce qu'à ce moment-là, j'étais prête à partir, je voulais changer d'air, etc. Pourquoi Bordeaux? Parce que... Pour le carnaval? Non, je sais même pas si ça existait déjà. Je suis vieille, moi, hein, carnaval. Oui, si, j'ai le temps de faire des carnavals quand même. Si, j'ai le temps. Non, parce que je sais même pas vraiment. Je crois que j'avais demandé plusieurs facs, j'avais essayé plusieurs facs. J'avais été acceptée rapidement à Bordeaux et voilà, je pense qu'il y avait une part de pour finir avec ça. J'avais un cousin là-bas. Paris, je suis née là, donc je pense que j'ai envie de changer aussi. Bon, voilà. Voilà, donc Bordeaux, licence et maîtrise en droit des affaires, parce qu'à la base, je voulais être juriste d'entreprise. Et puis ensuite, après la maîtrise, il y a eu un loupé dans la suite. C'est que je m'y suis très mal prise. Alors pendant longtemps, j'ai dit que j'étais mal orientée, mais bon, disons les choses. Je m'y suis très mal prise pour m'inscrire dans un diplôme qui s'appelait le DJCE, le diplôme de juriste conseiller en entreprise. J'avais compris qu'il fallait faire une inscription dans un des établissements qui ensuite était dispatché selon les places dans les autres. Et en fait, pas du tout. Fallait demander tous les établissements. Et le seul dans lequel j'ai demandé, ne m'a pas accepté. Donc, je me suis retrouvée un petit peu le bec dans l'eau parce que j'avais pas de plan B. J'avais jamais eu de raté dans mon parcours scolaire ni quoi que ce soit. Donc, j'avais pas anticipé que ça pouvait arriver. Du coup, pendant une année, alors j'ai pas bien vécu ça déjà. J'ai pas bien vécu ça. Et je me suis inscrite pour ne pas rester inactive, sans rien faire. Je me suis inscrite au CNED dans un diplôme, dans un parcours en compta, en me disant voilà, comme l'année prochaine je vais potentiellement retenter le DJCE, que faire de la compta, ça sera toujours utile pour être juriste d'entreprise. Et au final, encore une fois, quand je suis arrivée, je me rappelle de la dame qui était là. Elle m'a dit non, mais ne vous inscrivez pas en première année, vous avez déjà quand même une maîtrise de droit, inscrivez-vous directement en telle année. Et l'année correspondait à ce qu'on a, je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, le DECF. C'est un diplôme de compta qui permet aux gens de travailler direct après, qui est d'un niveau relativement élevé. Et la dame était convaincue que, compte tenu du fait que j'avais une maîtrise de droit, que ça irait très bien, sauf que j'ai jamais fait de compta de ma vie, donc ça n'a pas été très bien du tout. J'ai dû tout recommencer. Pendant que les autres faisaient leur truc à qui correspondait au niveau où on était inscrit, moi j'ai commencé à étudier ça de mon côté. Je crois que c'est un truc bac+2, bac+3, mais en compta. Ah ouais. Et donc elle s'est dit que j'allais m'ennuyer en première année. C'est lourd de m'en tromper. Donc j'ai fait ma première année de mon côté, qui ne correspondait pas du tout à ce dans quoi j'étais inscrite. Donc forcément j'ai pas validé ce truc-là. Je pense que c'est vraiment du n'importe quoi parce que j'ai fait des études de compta. Et à l'époque, déjà le bac il était en 4 ans. Il n'était même pas en 3 ans.
Donc, arriver déjà au bac+3, Non, tu n'as mais même pas le plan comptable. bah, exactement. Enfin, bref. Donc bon voilà, ça m'a confirmé que j'aimais beaucoup la fiscalité. Alors au moins j'ai retiré ça de cette année. Et comme je le disais, je l'ai pas bien vécu, donc j'ai fait une sorte de schématiquement ma pensée c'était OK, moi j'aime le droit, mais le droit ne m'aime pas parce que j'ai pas été acceptée dans ce truc. Et du coup j'ai commencé à réfléchir réellement à ce que je voulais faire ensuite. Ce qui m'a amené à me dire voilà, je suis une personne quand j'ai imaginé le quotidien de juriste conseiller d'entreprise, voilà, dans un bureau, analyser énormément de documents au quotidien, etc., je me suis dit que c'est un métier qui n'avait pas assez de lien avec les gens et que ça m'aurait manqué parce que voilà, j'ai toujours aimé les gens pour dire ça simplement. Et du coup, je me suis inscrite, j'ai passé le concours du CELSA. Le CELSA, c'est un établissement qui est intégré dans Paris 4 Sorbonne, en fait, et ils dispensent des enseignements en communication, essentiellement. Ils forment des journalistes, et ils ont une branche RH. Et donc, j'ai passé le concours pour être dans la branche RH. C'est la première fois que je passais un concours comme celui-là. Je suis arrivée à Arcueil, je crois, dans un grand truc, un énorme hangar où il y avait des milliards de gens, des gens qui arrivaient avec leur exemplaire du Monde, des économistes, leur attaché case et tout ça. Et moi, je suis arrivée avec mon petit jean, mon petit shirt. Je m'attendais pas du tout à ça. J'ai réussi ce concours-là. Parce qu'une fois que j'ai eu compris la dimension du truc, quand j'ai réussi, j'ai été vraiment très contente parce que j'avais pas mesuré ce que c'était. Et j'étais ravie d'avoir intégré cette école-là. On était une trentaine, donc avec des profs qui venaient du monde des entreprises, etc. C'était super intéressant. Et voilà, encore une fois. Et après ça, donc c'est mon parcours scolaire, ma dernière année d'études. Je sais pas si tu veux que je m'arrête là. Ouais, non, mais c'est parfait. On enchaîne sur ton parcours professionnel. Et ben voilà, ça a commencé par un stage justement au cours de cette année de master 2 en ressources humaines. Et encore une fois, un petit peu naïve et venant du monde de l'université et pas des écoles. Le CELSA organise chaque année un forum pour que les entreprises rencontrent les étudiants pour le stage de fin d'études de 6 mois. Et il y a des belles boîtes. Il y a de belles boîtes. Il y a la quasi-totalité des branches de LVMH. Il y a des Bouygues. Il y a des grosses boîtes. LVMH, des L'Oréal. On précise Bernard Arnault. Oui, tout à fait. Le plus riche de France. LVMH, c'est Louis Vuitton Moet Hennessy. C'est pas Bernard Arnault. Je plaisante. C'est par rapport à l'acronyme. Je pensais que tu allais développer l'acronyme. Mais c'était important de préciser Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde. Non, de France. De France, pardon. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. Donc, il y avait des belles boîtes. Et en fait, j'étais pas préparée, encore une fois. Quand j'ai débarqué le matin, j'ai vu que mes camarades étaient en mode costard, enfin en mode entretien de taf, quoi. Et moi, j'avais pas du tout compris ça. On m'a dit c'est une rencontre. Enfin voilà, on m'a dit. Je n'ai pas anticipé ce truc-là. Et du coup, j'ai eu un stage pas dans ces boîtes-là. Alors soit parce que, je vais pas mettre tout ça sur le dos de ma présentation, mais je pense que je ne suis pas arrivée préparée comme il fallait et que du coup je me suis moi-même présentée de manière totalement impréparée. Rapidement, je précise quand je précise Bernard Arnault, c'est pour étayer ton propos. Quand tu expliques que ce sont des grosses boîtes, oui, quand tu bosses pour l'homme le plus puissant de France, oui, ça reste des grosses boîtes. C'est pas l'épicerie du coin, quoi. C'est sûr. Et du coup, en termes surtout, alors, ça jouait pourquoi la précision sur les grosses boîtes est importante, c'est parce que dans ce type de stage-là, ça joue à 2 titres. Le premier, c'est que on rentre dans une boîte dans laquelle on peut potentiellement avoir un long et beau parcours. Parce que possibilité d'évolution, etc., potentiellement changement de pays et tout. Et deuxièmement, parce que la rémunération en stage n'a rien à voir. Par exemple, Danone, à cette époque, recrutait en stage à 1 500 € pour les gens du CELSA. 1 500 € mensuels. Les entreprises moins importantes rémunéraient, moins importantes ou qui souhaitaient faire différemment aussi, recrutaient au montant légal pour les stages à l'époque, je crois que c'était 436 € par mois.
Et c'est un stage comme ça que moi j'ai eu, avec mon niveau élevé de préparation. C'est un stage qui finalement s'est avéré un peu intéressant. C'était dans un cabinet de chasse de tête. Et il s'avère que j'ai la chance de parler anglais suffisamment correctement pour pouvoir travailler en anglais. Et du coup, avec mon arrivée, ils ont créé la branche recrutement internationaux. Ça veut dire que mon job, c'était d'aller chercher des profils étrangers, non français, donc non francophones, pour les faire travailler dans les entreprises qui étaient nos clientes. Par exemple, quand Nissan et Infiniti ont créé leur siège en Suisse, leur siège européen en Suisse, c'est à nous qu'on a confié le recrutement de l'ensemble des équipes, donc les cadres, les pas cadres, les techniciens, les pas techniciens, etc. Et ils voulaient vraiment faire une équipe au siège qui était vraiment à l'image de toute l'Europe, donc des gens qui venaient de partout. Et donc ça, c'était ma partie. Ça a duré... Ça sent que la Suisse est déjà ouais. un melting pot. Exactement. On parle pas français. C'est ça. Donc voilà, moi je recrutais des Espagnols, des Italiens, des Anglais, ouais, voilà. Donc j'allais chercher les gens dans les boîtes qui créaient des automobiles et pour les amener là-bas avec famille, enfants et tout ça. J'ai fait ça pendant mon stage. Ensuite, ils m'ont proposé de rester et ça n'a pas duré parce que c'est le genre d'entreprise où un petit peu à l'image de la rémunération qu'ils donnaient en stage, c'était un petit peu le moins 10 ans tout le temps. C'est-à-dire, par exemple, pour cette mission-là, sur Nissan et Infiniti, on a... je sais que c'est une mission qui a généré beaucoup d'argent. Quand avec ma collègue, j'avais un binôme qui s'occupait de la partie française, quand on est allé les voir pour dire... la façon dont c'était organisé, c'est que les consultants étaient rémunérés par rapport au chiffre d'affaires qui rentrait et nous on avait un salaire fixe. Et on a été les voir à peu près en milieu ou en fin de mission, je sais plus, en leur disant voilà, on a réussi, on a fait ce qu'il fallait, etc. On souhaiterait avoir une prime, un truc pour marquer le coup et tout ça. Et ça nous a été refusé. Et ça faisait déjà, c'était pas le seul sujet qui faisait que j'estimais que voilà la rétribution n'était pas du tout corrélée avec ma contribution. Et du coup, j'ai commencé à chercher. J'ai trouvé. Je suis partie chez ArcelorMittal. Au recrutement, ingénieur et cadre pour la France. Parce que c'est tellement gros qu'il y a partie recrutement ingénieur et cadre, partie recrutement technicien, etc., etc. J'ai découvert ce que c'était de travailler dans une très grosse boîte. Ça m'a moyennement plu parce que voilà, gros process quoi. Parce que pour avoir, je dis n'importe quoi, un stylo, il y a la procédure. Pour tout, il y avait des procédures. Après, c'est normal quand t'es aussi gros. Absolument, on est d'accord. Mais en termes de rapidité de décision, et je m'en suis rendu compte après quand j'étais dans des bien plus petites structures. Au niveau mise en œuvre des décisions, au niveau voilà, c'est des grosses machines à faire tourner, c'est normal. Donc voilà, et surtout cette expérience-là, j'aurais aimé qu'elle dure plus longtemps, mais ça n'a pas été le cas parce que je suis arrivée en 2008 et à ce moment-là, il y avait une crise. Il y avait une crise boursière de mémoire, je me rappelle plus, mais en tout cas, il y avait une crise financière assez importante qui commençait. Avec Lehman Brothers. Voilà, ça a commencé au début par un message qui disait non mais chez nous tout va bien, c'est cool. Après on a eu un autre message qui disait voilà, faites des économies, arrêtez les photocopies couleurs, etc. Après on a eu un troisième message qui disait que les stagiaires ne seraient pas renouvelés, etc. Et le dernier message ça a été voilà, toutes les périodes d'essai et toutes les personnes qui étaient là depuis je crois moins d'un an et elles ont été sorties et moi je faisais partie du lot. Donc dans des bonnes conditions, c'est aussi l'intérêt d'être dans une belle boîte, c'est-à-dire que j'ai eu une rupture conventionnelle dans les mêmes conditions que j'aurais pu l'avoir si j'avais été là depuis un an, enfin avec une ancienneté plus importante. Donc voilà. Suite à ça, j'ai intégré une entreprise qui faisait du trading d'huile de palme et de caoutchouc. J'y suis après que c'était pas bien. En tant que responsable RH, donc généraliste RH. C'était la première fois que j'avais un poste comme celui-là. Et c'était un poste que j'ai eu parce que celle qui partait était une amie d'une ancienne collègue. Elle m'a présenté ce poste-là comme un poste d'assistante de direction, un truc comme ça. Et à ce moment-là, je cherchais depuis déjà quelques mois.
ça faisait 3-4 mois, mais pour moi, c'était un peu long. Pardon. Pour moi, c'était un peu long et donc quand elle m'a proposé ce job d'assistante de direction, je me suis dit pourquoi pas, allons voir, le domaine je connais pas, etc. Et de toutes les façons, il faut que je bosse parce que j'étais en train de me poser la question de revenir en Guadeloupe, parce que voilà, je trouvais que ça n'avançait pas, que mes recherches me stressaient, mes recherches d'un emploi me stressaient, etc. Il s'est avéré en fait que c'était un poste de responsable RH avec généraliste, avec la paye, le recrutement, la gestion des congés, la gestion du légal, etc., etc. Quand j'ai compris ce que c'était, j'ai souvent eu cette image-là. Je disais que à l'époque, professionnellement, je faisais une taille 36 et qu'on m'a mis dans un poste en taille 42. Donc, j'avais pas eu d'autre choix que de grandir, de me remettre à jour, etc. Alors, mon passé de juriste, surtout en droit privé où il y avait pas mal de droit du travail, m'a bien aidé. En tout cas, c'était une base sur laquelle j'ai pu m'appuyer, assez solide pour que je puisse m'appuyer dessus. Voilà. Et puis ensuite, c'est un boulot dans lequel j'ai eu à mettre en œuvre beaucoup de capacités relationnelles parce que on va dire 1 an et demi après, il y a eu un plan de licenciement collectif que j'ai dû mettre en œuvre et ça s'est fait d'une manière, avec le recul, vraiment plus que cavalière puisque en fait, donc c'est une entreprise dont le siège est à Londres, dont le siège est aux Pays-Bas, qui a des entités partout en Europe et aussi aux États-Unis de mémoire. Et en fait, j'ai compris au fil de discussions, voilà, qu'il y avait avec les Néerlandais, avec les Anglais, que en fait ils allaient fermer le bureau de Paris et que en fait ils s'engageaient dans cette voie-là d'une manière sans aucune forme, enfin de manière un peu comme ça, quoi, sans rien autour, et qu'ils avaient surtout aucune idée de la manière dont ça devait se passer. Du coup, je me suis sentie investie, on va dire, de la mission enfin voilà, que ça se passe bien, enfin le mieux possible pour tout le monde, du mieux possible pour tout le monde, sachant que je supprimais mon propre poste en même temps. Donc, ils fermaient à Paris, ils ont réouvert à Kuala Lumpur la plupart des bureaux, puisque comme c'est de l'huile de palme, ils voulaient être au plus proche de là où ça se passait, quoi. Et du coup, j'ai dû licencier tous mes collègues. J'ai eu des superbes discussions avec Ils n'ont pas plein d'entreprise. proposé que vous alliez là-bas? Certains, il y avait des postes qui étaient ouverts. Dans le cadre dans le licenciement collectif, la procédure impose que tout soit mis en œuvre pour que les personnes conservent un emploi, y compris dans d'autres pays. Donc ça a été fait. Donc du coup, je me suis retrouvée en fait à monter une procédure de licenciement collectif de zéro. Voilà, les propositions d'emploi, les négociations des transactions, etc. Je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point l'argent révélait certains aspects chez les humains. Ça a été dur, ça a été très difficile humainement. Je me suis retrouvée, surtout que j'ai pas été accompagnée, c'est-à-dire que par exemple la DAF qui était là, elle avait beaucoup plus d'expérience que moi. La directrice administrative et financière, pardon. Elle, voilà, elle s'est complètement désolidarisée. Enfin, elle me laissait faire, elle m'envoyait en gros faire les trucs. Je me suis retrouvée une fois sur le plateau avec mes 30 et quelques collègues en rond autour de moi en train de me cuisiner sur le truc. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On va où? Qu'est-ce qu'on fait? C'est combien? Et etc., etc. J'ai beaucoup mûri pendant cette période-là. Et bon, voilà, le bureau de Paris a été fermé. Moi, du coup, je ne travaillais pas. On m'avait proposé un moment d'aller travailler à Singapour. Mais pareil, j'ai compris que c'était pour faire joli et me donner envie de faire le truc jusqu'au bout, puisque au final, ça ne s'est pas concrétisé. C'est dommage, je pense, Singapour. Mais grave, j'étais prête, hein. J'étais prête avec ma mère, on disait déjà, ok, tu vas venir machin, tu vas venir, on va s'installer, bidule, et après tu vas rentrer. Enfin, on était déjà partis, moi, je me voyais déjà. C'est Singapour, un très haut niveau d'études. Il n'y a quasiment pas de criminalité. Je crois que c'est l'endroit où il y a la criminalité le plus bas dans le monde. Ouais, mais ça me faisait rêver de ouf, hein. Non, mais je comprends totalement. Ah ouais. Mais ils ont bien joué, La dernière fois, j'ai vu des journalistes de TF1 faire un test où ils ont laissé un Mac et un iPhone dans une bibliothèque. Ils sont revenus 2 jours plus tard, c'était toujours à sa place. Donc, ce qui arriverait pas du tout en France, mais pas du tout. Non, il aurait été récupéré par la bibliothécaire, elle l'aurait mis à côté de son bureau et voilà. Mais oui, c'est comme ça.
Donc voilà, mais en tout cas, c'est vrai que je me voyais bien. Et quand on a fermé ce bureau-là, je suis venue en Guadeloupe parce que ça m'avait beaucoup éprouvé moralement. Et je me suis dit, bon ben les RH, on va laisser ça là, hein, parce que c'est pas possible. En tout cas, moi, je fais plus de licenciement collectif. Les gens avec qui j'ai bossé pendant X mois après ça leur dire t'es viré, ça sera tant d'euros. Enfin, en tout cas, j'ai pas très bien vécu ça parce que j'avais pas anticipé tout ce que ça pouvait provoquer comme friction. Enfin, je savais que ça allait pas bien se passer, mais en tout cas, c'était difficile puisque forcément, comme c'est moi qui faisais, j'étais la méchante. Donc voilà. Donc moi-même j'étais virée, je supprimais mon poste, mais j'étais quand même la méchante. Donc c'était une position tout à fait inédite. Je suis rentrée en Guadeloupe. Je suis venue en Guadeloupe avec mes trucs. J'avais pas rendu mon appart. J'avais besoin de me poser un peu et de savoir voilà quelle allait être la suite. Donc je suis venue ici. Alors j'aime pas dire rentrer. Hein, je dis rarement ce mot parce que voilà, je suis venue ici comme je pourrais repartir, comme j'aurais pu aller ailleurs. Mais je suis venue en Guadeloupe. Alors il y a donc ma famille et tout ça pour me poser. Et encore une fois, je voulais pas. Je suis pas. J'ai vécu l'inscription à Pôle emploi, les recherches d'emploi, les rendez-vous, etc. Et je me suis inscrite, encore une fois, pour ne pas rester inactive pendant mes journées, je me suis inscrite en Master 2 de droit à Fouilleul. C'est comme j'avais le Master 1, je me suis dit, bon, ben, tant qu'à faire, je finis, et puis voilà, de droit des affaires. Et au final, parmi les entretiens que j'ai eus via le Pôle emploi, il y en a un qui a été un vrai coup de foudre professionnel, autant pour la personne qui m'a rencontré que pour l'entreprise, la vision qu'ils avaient, etc. Et du coup, j'ai intégré Wab Assurance, qui est un courtier en assurance, fondé par des Guadeloupéens, qui est implanté, qui à l'époque était implanté aux Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et donc voilà, en tant que responsable RH, même si je m'étais dit que je ne le ferais plus, l'entretien s'était super bien passé. Et vraiment, j'aimais la vision et je m'étais bien assurée qu'il n'y allait pas avoir de licenciement collectif de sitôt. L'entreprise existe toujours et il y a pas eu ce genre d'événement là, heureusement. Donc voilà, et j'y suis restée 10 ans presque avant d'avoir l'idée du café et de partir de cette entreprise que j'ai dans mon cœur toujours jusqu'à aujourd'hui, des superbes relations avec les personnes avec qui je travaillais sont mes amis aujourd'hui. Voilà. Dans la continuité de ton chemin, tu as commencé à en parler. Comment t'es venue l'idée de Café Papier? Je pense que les gens qui m'ont déjà entendu répondre à cette question se diront que je répète toujours la même chose, parce que c'est vrai. Si c'est pour remonter aux origines de cette idée-là, en regardant maintenant ce qu'elle est, on peut dire, enfin moi je peux me rendre compte que c'est une sorte de synthèse de toutes les choses qui me semblent importantes, ou en tout cas je dirais pas passion parce que j'ai beaucoup de mal à dire quelles seraient mes passions, à définir ce qu'est une passion pour moi. Mais en tout cas, lire, écrire, les beaux endroits, esthétiquement j'entends, et manger et boire des bonnes choses, pour moi ce sont des ingrédients pour passer des bons moments. C'est mon idée d'accueillir les gens, c'est mon idée d'être bien. Ensuite, l'idée du café papier tel qu'il est aujourd'hui, elle m'est venue vraiment de manière, tel qu'il est quasiment, comme un flash. C'est-à-dire que j'ai vu le lieu tel qu'il est. Voilà, ça peut paraître un peu perché, mais j'ai pas d'autres explications. J'ai pas d'autres d'autres explications que ça. C'est-à-dire que j'avais pas encore visité le local, que je me suis vue un jour. Et je le redis, j'étais à Tendakayu. J'attendais la fin du massage de la personne avec qui j'étais. Et je me suis relevée du transat parce que je me suis vue me garer devant une surface, devant une bâtisse avec une façade vitrée, des hautes vitres. Voilà, j'ai vu ça et j'ai visité le local après. L'impression de déjà vu ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand je suis entrée dans ce local pour la première fois, il était complètement vide, hein, il y avait absolument rien, ni peinture, ni clim, c'était un gros cube gris.
Et c'est comme ça que mes yeux fonctionnent quand j'arrive quelque part. Souvent, je vois comment il pourrait être ou comment moi je l'aurais imaginé si je viens chez toi. Souvent je fais ça en fait. Et ça fait beaucoup rigoler ma mère parce qu'elle me voit rester debout chez les gens et regarder partout et en me projetant sur comment j'imagine le lieu. C'est ce qui s'est passé pour le café. Et donc une fois que j'ai eu cette idée-là, elle occupait vraiment beaucoup mon esprit. Pour dire un peu comment j'en suis arrivée à l'ouvrir réellement. J'avais commencé à me poser quelques questions. J'allais reprendre le travail après la naissance de ma fille. Donc, ma fille est née en novembre 2016. Donc, tout début 2017, j'avais quelques idées. L'idée de reprendre, pourquoi pas un parcours de formation pour faire de la déco d'intérieur ou ouvrir un magasin de déco, des choses comme ça me trottaient un petit peu dans la tête. J'ai pris mon poste a évolué après avoir repris donc en tant que responsable RH ce que j'étais chez WAB. Ensuite, j'ai pris également la partie juridique et les sinistres. Est-ce que le fait d'avoir plusieurs stabilités, ça t'a pas fait peur? Non. En fait, j'ai jamais réfléchi les étapes dans ma vie de cette façon. Pour moi, il y a des choses à faire ou à ne pas faire. Je veux faire ou je veux pas faire. C'est plus ça. Donc, et surtout qu'en fait, mon boss de l'époque, il a eu, je pense qu'il avait beaucoup plus anticipé que moi. Moi, je veux progresser dans la vie, mais je sais pas, je me serais pas forcément décrite comme une personne ambitieuse. Après, j'imagine que c'est progresser dans la vie, ça peut être résumé comme de l'ambition. Ça s'est passé de manière très informelle, on va dire. C'est que moi, j'étais dans ma mission de RH et en fait, donc mon boss savait que j'avais une formation juridique, même si ça n'avait rien à voir avec le droit des assurances ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, je pense que voilà, une certaine formation donne une façon de réfléchir, une méthode de réflexion sur différents sujets, méthode d'analyse des choses, qui fait que il m'a sollicité sur un cas qu'on avait qui était un peu compliqué à l'époque. Dans le cadre d'un sinistre, il y avait un litige et il m'a sollicité sur un premier cas. Un deuxième cas, le deuxième, il m'a sollicité en me disant voilà, j'aimerais bien avoir votre œil parce que comme vous connaissez pas les assurances, dites-moi ce que vous en pensez. Il y aura peut-être des choses que nous on n'a pas vues, qui nous paraissent évidentes, etc. Donc ça a commencé comme ça. Le troisième cas, il m'a dit bon je vous laisse gérer. Et puis un jour il m'a reçu et il m'a dit bon je voulais vous dire qu'à compter du X, vous allez être aussi on va appeler ça responsable juridique parce que compte tenu du fait que j'ai pas de formation en assurance proprement dite, ça pouvait être compliqué de prendre un autre titre qui était plus rattaché aux assurances. Et donc c'est comme ça que j'ai mis un pied dans le sujet lui-même des sinistres, des clauses des contrats, etc. Donc lui, je pense, et j'ai compris une fois qu'il m'a dit ça que dès le départ, il avait déjà un petit peu son idée, c'était sa façon de tester. De me tester sur ça et j'ai pas vu ça venir. Comme je disais, moi je suis curieuse et il y a une question de choses à faire en fait. On avait besoin de mon aide, il m'a demandé, j'ai fait et puis ça a commencé comme ça. Donc ça a été pareil pour tout le reste. Et pendant que j'ai pris donc ce boulot de responsable, ce poste de responsable juridique en même temps, ça incluait la gestion des sinistres. Donc en tout cas le management de l'équipe des sinistres, puisque clairement techniquement elles ont toujours été bien meilleures que moi là-dessus. En toute logique. Et j'ai eu cette idée-là, ça devait faire 3 mois que j'avais ce poste et j'étais complètement en plus en parallèle, c'est pas en plus, en parallèle, engluée dans Irma et Maria, puisque j'ai dû prendre le poste en début août et Irma et Maria c'était en septembre. Donc, en termes de devoir se sortir les doigts pour faire un truc bien, en venant de prendre ce poste-là, c'était pas mal comme exercice. Donc c'était très prenant. Je trouve que tu es une personne toujours chanceuse. Chanceuse? Ouais. Ah ouais, pourquoi? C'est bien parce que tu tombes d'une entreprise, tu dois gérer un licenciement. Et là, tu tombes des assurances. J'aime pas ces ironies. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, voilà. Il n'y a qu'un pas de là à dire que c'est moi qui les amène. Écoute, voilà. J'avais jamais vu ça comme ça, mais ok. Non, c'est bien. Et en même temps, j'ai eu début de mémoire février 2018. J'ai eu ce flash dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui je pense faisait suite à tous mes débuts de réflexion sur ouvrir
une enseigne de déco, des choses comme ça. Je m'étais même renseignée, il y avait 2 enseignes qui me parlaient beaucoup. Maison du Monde, j'aimais beaucoup, et Emma, qui n'est pas une enseigne que de déco. C'est un magasin qui est hyper hétéroclite, en fait, où il y a des choses pour la maison, des choses à grignoter, de la petite électronique, des choses comme ça. Et j'aime bien, en fait, le côté très feel good qu'il y a dedans, des couleurs, des choses pour se sentir bien à moindre coût. Voilà, ça rend accessible à tous la déco, des petits trucs sympas, des petits gadgets utiles, voilà. Et en fait, les 2 enseignes m'ont répondu qu'ils n'ouvraient pas de magasin en franchise, donc je m'étais dit bon au pire, je ferai mon truc. Voilà, l'exemple comme les personnes qui ont Nuance magasin au Gosier ont. Enfin voilà, je dis beaucoup de marques, ça te dérange pas? Oh, tu D'accord. Voilà. donc à ce moment-là, j'ai eu ce flash. Et une fois que je l'ai eu, en fait, l'idée ne m'a plus quittée. C'est-à-dire que pendant que j'étais en train de gérer mes trucs, mes dossiers, mes sinistres et tout, les trucs qui étaient dans ma tête, ça ne me lâchait pas. Je pensais au canapé, comment j'allais mettre tel truc et comment j'allais faire telle chose, etc. Au point que, et moi j'aime pas les choses qui traînent. C'est-à-dire que ça causait un peu de stress, en tout cas une pression qui était pas sympa, d'avoir ça en tête et de me demander mais qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, etc. Et un jour, je me suis dit écoute, je me suis posé littéralement cette question: si tu dois mourir dans 6 mois, est-ce que tu auras préféré continuer sur ta lancée, sachant que ça se passait super bien, mon boss me faisait confiance, j'avais une situation confortable, une voiture de fonction, etc. Et soit rester comme ça, soit essayer. Et la réponse était claire. Et j'avais mon entretien professionnel au mois d'avril, donc j'en ai parlé à mon boss. J'ai pris mon courage à 2 mains pour lui dire voilà, j'ai un projet d'ouvrir une entreprise. En sachant que mon propos n'a jamais été je veux quitter le salariat, j'en ai marre de bosser pour quelqu'un, je veux être chef d'entreprise. C'était pas ça. C'était que j'avais cette idée et que pour qu'elle existe, fallait bien, à moins de la vendre à quelqu'un, fallait bien créer ce qu'il fallait autour. Donc voilà, c'est comme ça que tout a commencé, puisqu'une fois que je lui en ai parlé, j'allais pas lui dire la semaine d'après non, finalement j'ai changé d'avis, je reste. L'entrepreneuriat te faisait pas peur? Alors, pendant très longtemps, je ne comprenais pas les gens qui voulaient monter des entreprises. Surtout que moi, j'ai eu beaucoup d'amis, pas beaucoup d'amis. J'ai eu notamment une personne proche qui a été élevée dans ça et qui parlait tout le temps de créer une entreprise, business plan, machin. Je ne comprenais pas ces gens-là, j'avais pas accès à ce truc de se dire t'as envie de monter une boîte et qu'en fait, en soi, le sujet, c'est monter une boîte et que ce que ce sera, c'est l'idée qu'on cherche après. Ça me fascinait. Je me disais, mais je vous comprends pas, les gens. Donc voilà. Et je pense que c'est pour ça que le café papier s'est fait, entre guillemets, peut-être pour certains, à l'envers. C'est-à-dire que j'ai eu l'idée. Non, c'est pas du tout à l'envers. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Je voulais que l'idée existe, qu'elle prenne vie, qu'elle se matérialise. Et donc, c'est passé par le fait de monter une entreprise. Donc, et honnêtement, j'ai pris beaucoup de temps. Même aujourd'hui, je le dis rarement, je me présente rarement comme bonjour, je suis Anne-Gaëlle Lubineau, chef d'entreprise. Et d'ailleurs, il y a eu des moments où il y a eu des formulaires que je devais remplir. J'étais infoutue d'écrire gérante, chef d'entreprise, entrepreneur. Je vois des gens qui se baignent dans ce mot toute la journée. Je suis entrepreneur. C'est beau, enfin, c'est la vérité. Souvent, j'ai beaucoup de mal, moi, à dire ça. Ok, bizarre. Après, entrepreneur, moi, je trouve que c'est bien parce que moi, je résume pas l'entrepreneuriat à l'entreprise. Moi, un entrepreneur, je vois, c'est quelqu'un qui entreprend des projets, même dans l'associatif, tout ça. Donc, moi, j'aime cette connotation. Moi, le côté entrepreneur, par contre, en mode Dieu, ça me dérange un peu. C'est sûr qu'il y a un grand écart comme entrepreneur, Dieu. Non, mais quand je dis Dieu, c'est en gros, je vais prendre un exemple, Bill Gates. Moi, j'ai du mal avec le fait que on l'accueille partout, un peu comme le sauveur du monde. Alors que le gars, bon, à la base, il fait juste des BIOS. Donc, c'est ça son travail. Tu vois, donc il fait juste des logiciels. Donc, calmez-vous, les gars. Donc, tu vois, c'est plus ce côté. Il faisait des logiciels? Oui, totalement. Mais à la base, c'est ce qui l'a rendu riche. Et je veux dire que, ou même un mec comme Elon Musk, c'est sympa ce qu'il fait. Mais bon, tu vois, ce côté gourou, j'ai un peu de mal avec ça, envers certains entrepreneurs. Mais moi, j'aime le côté entrepreneurial, le côté où ma définition de l'entrepreneur, en tout cas, c'est simplement quelqu'un qui entreprend des choses, qui entreprend des projets
lucratif ou non lucratif, mais qui entreprend des choses. Mhm. Donc voilà. J'avais une question, mais tu as déjà répondu. Comment recruter au départ, mais bon, avec toute l'expérience que tu as à ce niveau, je pense que c'était assez facile. Pas vraiment, pas Non. vraiment, non. Au final, pas vraiment parce que moi, j'avais de l'expérience sur un type de profil. J'allais dans des domaines plutôt tertiaires, plutôt voilà des personnes qui bossent dans des bureaux, qui Ouais, mais en postulent. gros, je te dis que ce n'est pas la première fois que tu recrutes. Ouais, mais ça a été très différent, figure-toi. Ça a été très différent et même l'expérience managériale a été très différente au café parce que le fait que ce soit déjà mon entreprise, il y a un côté il y a un côté beaucoup plus immédiat. Il y a pas de comment dire ça. Il y a rien entre l'équipe qui est là et moi en fait. On est vraiment en prise directe là où par exemple dans une autre entreprise, nous sommes les personnes que je recrute et moi-même des salariés d'une entreprise qui est comme le médium en gros qui nous relie. Là, le café papier, on est tous dedans à l'intérieur. Je sais pas si c'est très évident comme si l'image est parlante, mais voilà, j'avais vraiment l'impression qu'on était en prise directe, premièrement. Deuxièmement, il y a un côté que j'ai appris qui est lié à la restauration, je pense, ou lié à la taille de l'entreprise peut-être, c'est le côté très immédiat. C'est-à-dire que dans les autres entreprises, leur organisation ou leur taille fait que voilà, si on a un sujet à évoquer, si on a un point à faire, des choses comme ça, ben on prend notre petit rendez-vous dans notre petit Outlook, on sait qu'on se voit à tel jour, à telle heure. Là, surtout dans la partie restauration, il y a pas ce temps, il y a pas ce vide entre le moment où on décide qu'il faut se voir pour se parler, le moment où on prend rendez-vous. En général, il faut régler les choses tout de suite. Donc, faut être immédiatement dans la diplomatie, immédiatement faire comprendre les choses. Tout est très immédiat. Donc, le rapport humain est vraiment très direct. Il y a beaucoup moins de préparation de ce qu'on va dire. Ça existe également, heureusement, parce qu'il y a des mots, il y a des points, dans une collaboration, il y a des choses, il y a des moments où il faut se poser. Mais le gros, c'est du tout de suite. J'ai dû m'habituer aux réunions informelles où on est tous debout dans la cuisine, où en fait, au lieu de les faire venir un jour où ils bossent pas ou quelque chose comme ça pour être au calme, ben en fait, on fait le point quand il y a un creux sur des petits sujets. J'ai appris la méthode que certains managers emploient, les petites réunions debout de 10 minutes, etc. J'ai appris aussi cette immédiateté, ce côté sans transition, pas sans gants parce que je suis pas comme ça, mais voilà, j'ai appris tout ça. Et recruter dans ce genre de domaine, c'est pas non plus évident. Et moi aujourd'hui, après petit peu plus de 3 ans, on va dire 3 ans, j'ai appris ce qui est important pour moi, plus que la technicité, c'est-à-dire plus que de recruter des gens qui sont techniquement très très aboutis, très expérimentés. Par rapport à ce que je souhaite que soit le café papier, le plus important pour moi, c'est des gens qui aiment les gens. Parce que pour moi, on peut pas faire ce métier-là, en tout cas ma vision de la restauration ou de l'accueil des personnes de façon générale, on peut pas faire ce genre de job si on n'aime pas les gens, parce que on peut s'inventer des fonctionnements, des gentillesses de contexte d'accueil commercial, on peut se les inventer un petit moment, mais il y a des choses qui sont déjà, c'est difficile de faire ça sur la durée, parce que quand vraiment on n'est pas une personne qui aime le contact, toute la journée, c'est ça qu'on fait. Toute la journée, notre job, c'est de mettre les gens bien. Donc, quand on n'aime pas faire ça, sur la durée, ça userait n'importe qui fait un truc qu'il aime pas, ça va user et ça va se traduire après dans les relations avec les gens qui viennent nous voir, quoi. Donc, c'était pas si évident de recruter, de trouver des personnes fiables. Et aujourd'hui, je crois que la valeur vraiment du café pour moi, c'est l'équipe. Si demain je dis n'importe quoi, si la question se pose un jour de vendre cette boîte, je pense que ce qui va me retenir fort, ça sera l'équipe. De me séparer d'eux, voilà, là, j'y suis moins souvent physiquement, mais il faut que j'y aille et je me rends compte qu'il me manque en fait. Donc ouais, c'est ça, c'était pas si évident et maintenant que je les ai trouvés. C'est tellement mon déclaration d'amour. Oui, exactement. Mais ils savent que je les kiffe, ils savent. Tout le monde sait ça. Tu es très axé sur le local. Ouais. Exemple, les jeux locaux. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que pour moi, ça fait partie de se mettre bien. C'est-à-dire que arriver quelque part où tu sais que tu vas manger banane verte et morue, que la morue est grillée à la main, qu'elle est assaisonnée et que le jus est comme le jus que ta tati fait, pour moi, ça fait partie de se mettre bien et que tu vas bien t'asseoir, tu vas te caler dans un fauteuil,
que même si tu prends des pancakes qui sont pas vraiment de chez nous, il y aura un petit peu de cannelle, il y aura des essences, il y aura les choses comme on les fait chez nous, parce qu'on fait des choses bien. Surtout, bon, j'ai pas voyagé dans 3 millions de pays non plus, mais honnêtement, je trouve que voilà, culinairement, il y a du goût, enfin, je trouve que c'est une cuisine dans laquelle on peut mettre plein de love en fait. Et je pense que ouais, c'est pour ça que je trouve qu'elle colle avec cet endroit-là. Les événements culturels et rencontres qui sont très présents. Mm-hmm. Est-ce que tu as l'impression de jouer un rôle dans la culture Non. Est-ce que alors j'aurais jamais dit ça comme ça, mais pour moi en fait c'est plus l'inverse en fait. C'est-à-dire que la culture, les gens qui font de belles choses, des talents, etc. Ils sont là et en fait ils viennent juste nous le montrer au café en fait. J'estime pas que moi j'ai un rôle où je vais les chercher, je leur donne une plateforme. C'est possible en fait de décrire les choses de 15 000 façons en se disant voilà, le café offre un lieu c'est un lieu mais en fait en vrai les gens ils ont leur talent et ils veulent bien venir nous le montrer au café quoi. Et je suis contente que ça soit ça parce que pour moi, comme je disais tout à l'heure, lire et écrire, ça fait partie des bons moments parce que ça fait partie c'est un tout. C'est-à-dire que voilà, pour moi, physiquement, on est bien assis, on met des trucs dans notre ventre et mettre des bonnes choses aussi dans notre tête, des choses intéressantes, des choses différentes, des choses nouvelles, etc. Plaisantes, divertissantes, instructives, etc. Ça fait partie du bon moment complètement. Ok. Des événements avec des acteurs politiques ont déjà été réalisés à Café Papier. Est-ce que tu n'as pas peur d'être catégorisé Non. Dans un camp ou un autre? Non, de toute façon. Alors déjà, catégoriser, ça c'est un truc que font beaucoup d'humains. Mettre des étiquettes, pas forcément. En tout cas, moi, c'est pas j'aime pas ça. Oui, peut-être que toi tu n'aimes pas, mais ça existe. C'est pour ça que je dis, c'est ce que beaucoup d'humains font. C'est facile, ça arrange, ça facilite la vision du monde parce qu'il y a des cases et des catégories. Et c'est plus lisible. L'humain, de toute manière, même si on essaie d'avoir un bon fond, tout ce qu'on veut, on juge. C'est-à-dire qu'on voit une personne dans la rue, on juge. Bien sûr. Voilà, nos yeux jugent. On est d'accord. Mais après, moi, j'ai fermé sur la première impression. En effet. Mais on juge. Ben c'est ça. C'est là la clé de tout ça. C'est que pour moi, les étiquettes, elles facilitent, et pour nous tous, quand je dis les humains, enfin pour nous tous, mais pour répondre à ta question de manière plus directe, non, j'ai pas peur de ça, simplement parce que je me pose pas cette question. De la même manière qu'il y a des artistes, des auteurs qui viennent et qui me disent voilà, tu as un lieu, j'ai besoin de parler à des gens, est-ce que je peux venir dans ton lieu pour en parler? De la même manière que des personnes sont venues, et je dirais même pas qu'ils sont du même bord politique, parce qu'il y a déjà eu deux entités, on va dire, qui sont venues au café sur différents sujets. Pour moi, non, ça ne fait pas de moi. Déjà, le café papier, je me dissocie du café papier, premièrement. Et deuxièmement, le café papier est un lieu qui reçoit des gens. Ça ne dit rien de la façon dont moi je vois les choses politiques et de ce avec quoi je suis d'accord ou pas. Et puis après, s'il y a des gens qui estiment que le café papier est un établissement de tel ou tel bord parce qu'il a reçu X ou Y, bon, ça, c'est des gens qui mettent des étiquettes. Voilà. Non, ok. C'est pas un sujet pour moi. Non, voilà, pour moi, c'est pas, voilà, c'est ma réponse, c'est que c'est pas un sujet. Peut-être à tort, c'est peut-être naïf de ma part, mais c'est vraiment pas un sujet. Non, parce que même moi, je me suis posé la question. Donc, voilà. Ben, écoute, peut-être que tu parles au nom des silencieux. Non, mais moi, je me posais la question, je me disais, est-ce que dans un business, c'est bon de faire ça? Moi, je sais que, exemple, ceux qui écoutent PCA Podcast, moi, je parle pas de politique. En Guadeloupe, de ce qui se passe ici. Parce que, bon, je trouve que c'est un sujet trop sensible. Et quand je dis sensible, je trouve que c'est... sensible. Je garderai le mot sensible. Et je préfère d'autres manières, au-delà de ça, j'ai toujours préféré parler de politique mondiale que parler simplement de la Guadeloupe. Mais parler de ce qui se passe ici, je trouve particulier. Voilà. Okay. La vision politique en Guadeloupe, c'est particulier. Enfin bref, revenons à toi. Quelle ambition as-tu pour ton entreprise?
j'ai envie, d'abord, la première, c'est que j'ai envie que cet établissement s'inscrive dans la durée et dans la durée comme un établissement de qualité. Que je souhaite qu'on continue à faire les gens vivre une belle expérience, que même si on vient qu'une fois, qu'on s'en rappelle comme d'un bon moment. Après, on n'est pas parfait. C'est sûr que voilà, il y a des choses qui seront améliorées, mais en tout cas, c'est ce que j'essaie de donner, enfin d'expliquer à mon équipe, sachant que le cœur pour moi de notre métier, c'est pas forcément, c'est de mettre les gens bien en fait, de les faire passer un bon moment, de les faire vivre une belle expérience, quel que soit le temps qu'ils passent là pour bosser ou pas, etc. Donc ça c'est ça qui est d'abord important pour moi. Et puis ensuite, dans la mesure où, comme je disais au début, moi j'aime les gens. Et je me dis que si le café papier apporte une belle expérience à un moment de la journée à 10, 15, 30, 40 personnes, pourquoi pas ailleurs. Mais en tout cas, pourquoi pas le faire ailleurs, en Martinique, ailleurs en Guadeloupe, j'en sais rien, à New York, voilà, je ne sais pas. Mais pour l'instant, en tout cas, là, je suis dans une phase où je me rassemble, on va dire. Le café a 3 ans, a eu 3 ans le 21 juin. C'est les 3 années les plus dures. Ouais, sachant que ces 3 années où on a mangé le Covid, donc c'était très dur. C'était dur financièrement, mais surtout moralement. Moralement, de devoir, comme je dis souvent, j'ai une expression très élégante où j'avais vraiment l'impression de bouffer de la merde, de devoir sortir des arcs-en-ciel pour l'équipe, pour l'établissement, pour les clients, ouais, ça c'était très éprouvant. Et c'est maintenant en fait que autant voilà, financièrement, j'ai appris que quand on dit passer la crise, c'est pas passer la crise, c'est l'après-crise où on voit vraiment si on tient la route, parce que quand on prend les coups, c'est après qu'on a mal. Et financièrement, ça a été compliqué. Je me suis posé de vraies questions en tout début de cette année. Et maintenant, c'est moi qui suis un petit peu voilà, qui ai besoin d'un temps pour me poser, respirer, et puis pour repartir en fait vers quoi, voilà, la suite du café, la suite dans ma life. Mais voilà. Tu as pensé à te développer en Martinique? Oui, j'y ai pensé. J'y pense, on va dire. Alors non, pas comme il y a eu le Covid. C'est que pour moi, encore une fois, et après peut-être que beaucoup de gens qui font du business, qui ont un état d'esprit business, vont pas forcément comprendre, ou en tout cas dire que ça n'a rien à y faire. Moi, je suis, comme j'ai dit plusieurs fois déjà, les gens, pour moi, c'est ça qui est important dans la vie, la relation qu'on a avec les gens. Pas qu'il faut accepter n'importe quoi ou à tout prix, mais en tout cas, la qualité d'une relation, la façon dont évolue une relation, pour moi, ça fait que ça mène sur X, Y chemin. Tout ça pour dire que, comme ça sera le cas peut-être pour d'autres endroits, la Martinique, oui, mais avec une personne. C'est-à-dire, il faut que j'ai une personne qui avec qui la relation fait que je me dis ouais, on peut faire un truc ensemble. Tu parles d'une personne sur place? Oui, sur place, puisque même clairement je peux pas me dupliquer, et que au-delà de ça, pour moi, le café papier c'est un esprit d'abord. On pourrait très bien prendre un local, le meubler comme il meubler le café, mettre des canapés, etc. La façon d'accueillir, la façon de se comporter avec les gens, la vibe qu'on veut envoyer, ce qu'on veut y trouver, pour moi, ça s'invente pas en fait. Même si tu fais les deux endroits? Si je fais les deux endroits. Moi, tu veux dire? Si tu fais Guadeloupe, ça se peut, mais à quel prix? Je finis comment dans 10 ans? Ça, je sais pas. Ah ben voilà. Mais en fait, en vrai, non. En tout cas, je pense que s'il y a une chose que je sais, c'est que j'ai apprise aussi grâce au café, qui m'a appris vraiment beaucoup de trucs en 3 ans là. C'est que je crois être une personne de projet, pour créer des trucs. Je suis pas très bonne sur comment dire ça? Pour faire vivre les choses, pour cette nécessaire routine, rigueur, régularité, je suis pas très bonne en fait. Je me rends compte que, ou en tout cas, je peux faire, mais ça me coûte. Et il y a beaucoup moins d'élan, il y a beaucoup moins de spontanéité, il y a beaucoup moins de kiff, hein, tout simplement, que quand je suis en train de créer un truc de zéro, quoi. Ok. Est-ce que des jeunes viennent en formation ou en stage? Oui. 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 Est-ce que c'est important pour toi? Ouais, c'est important pour moi.
Et je m'en suis rendu compte encore une fois en le faisant. Parce qu'on transmet, parce que je me dis que... alors j'ai toujours beaucoup de mal avec ce côté, avec le terme inspirant. Pour moi, je voyais pas trop ce que les gens voulaient dire par ça, par un tel est inspirant, etc. Je l'ai compris au fil du temps, en écoutant des gens inspirants d'ailleurs. Et je me dis que pour plein de raisons, quand on fait des stages et tout ça, souvent, on le fait à un jeune âge, à un moment où on peut apprendre déjà la réalité de l'entreprise, pour moi, ce qui pour moi est important, parce que je trouve que les formations, enfin ce qu'on dit en théorie, c'est souvent un petit peu décalé de ce qui se passe dans la vraie vie, pour employer un euphémisme. Hein. Il y a ça, et il y a aussi le fait que voilà, de voir comment ça peut se passer dans une entreprise, les relations entre les collègues, les relations avec les clients, la réalité de ce que c'est que d'être motivé tous les matins à 4h30 pour venir ouvrir le café à 6h, etc., etc. Ça c'est l'école de la vraie vie. Et je me dis que si en plus ils croisent des gens intéressants comme j'en ai, comme les gens de mon équipe le sont, c'est sympa pour se projeter plus tard dans la vie, dans le monde du travail. Voilà quoi. Donc oui, pour moi c'est intéressant. Je suis super bavarde, comme les gens qui écoutent auront remarqué. Donc voilà, transmettre, moi je trouve ça génial, j'adore ça. Comment tu vois l'avenir de l'événementiel? De l'événementiel Ouais, de l'événementiel, la restauration. Je te mets dans les deux parties ouais. des événements. Voilà. Pour moi, c'est comme dans tout, et ça a l'air con, mais pour moi, c'est à chaque jour, on a l'occasion de prouver ça. C'est l'événementiel, la restauration, quel que soit ce qui va être mené ici en Guadeloupe, ça sera ce qu'on veut que ce soit. C'est-à-dire que chaque personne, individuellement, chaque personne qui lance un projet, qui crée un événement, qui lance un resto, qui peu importe, la personne le fait. Selon moi, on fait les choses, enfin quand on fait les choses du mieux qu'on peut, qu'on donne son mieux, qu'on donne son meilleur à chaque fois, forcément, ça se retrouve quelque part dans le projet qu'on fait. Après, bon, forcément, il y a des éléments qu'on maîtrise pas. Il y a Covid, il y a machin, peut-être demain, je sais pas quoi, du singe ou de je sais pas quel animal, qui va pouvoir impacter. Mais il n'empêche que même dans ce genre de crise, après ce type de crise, et aujourd'hui, si la personne qui lance un truc le fait, voilà, avec ses tripes, avec son cœur, comme on dit, de façon mignonne, mais pour moi surtout, en donnant son meilleur, mais pour le plus grand bien, en fait. Par exemple, on pourrait se dire que, je sais pas moi, un concert, bon, en gros, ça n'apporte pas grand-chose. Mais en vrai, si l'artiste parle de ses tripes, dit des choses avec sincérité, etc. Si le lieu qui reçoit se fait beau, qu'il y a des belles lumières, et que les gens qui y sont, ils entrent là, ils vivent une belle expérience, à un moment, dans leur journée, leur soirée, leur mois, peu importe, ce bon moment-là va se répercuter à la fois sur la façon dont ils se sentent, peut-être sur la façon dont ils vont parler avec la personne à côté d'eux, peut-être, etc. Pour moi, tout ce qu'on peut faire, même la plus petite chose, peut contribuer à ce que moi j'appelle le plus grand bien. Et moi, en tout cas, c'est une chose dans laquelle je crois fondamentalement. Je peux croiser quelqu'un 5 minutes et on peut avoir une conversation qui va peut-être changer ma vie, changer la sienne, apporter une lumière sur un truc qui était complètement obscur avant, j'en sais rien. Mais pour moi, je vois tout ce qu'on fait, y compris donc l'événementiel, y compris la restauration, comme ça, comme étant des choses à travers lesquelles on peut faire de beaux trucs, et surtout pour la Guadeloupe. Voilà, véhiculer des messages, en confirmer d'autres, apporter une autre vision. Là, je reçois par exemple une expo d'une graffeuse qui s'appelle Meuf. Elle graffe exclusivement des clitoris et elle a commencé à faire des petits bonhommes, des petites femmes. Il y a plusieurs clients qui m'ont, déjà ça a permis d'ouvrir plein de conversations, parce qu'il y a des gens qui me demandaient mais c'est quoi ça, c'est des cœurs à l'envers, c'est ci, c'est ça, et en fait ça permet d'ouvrir la conversation sur ce qui est représenté, ce que ça représente, pourquoi on le met là, etc. Et pour moi, à travers un truc aussi qui pourrait être vu comme aussi bête que des peintures sur des toiles, des graphes sur des murs, il y a des conversations qui s'ouvrent. Et ça a permis à une dame elle était avec son mari, il y a eu une petite discussion sur mais oui, tu sais, le truc là, c'était un clitoris, donc forcément la conversation qui s'en est suivie, bon, c'était entre eux, mais du coup, ça lui a permis sur le ton de l'humour de
venir sur le sujet et après ils en rigolaient, etc. Donc c'était sympa. Ça a permis d'avoir un débat avec un jeune homme qui me disait que franchement, il voit vraiment pas l'intérêt. Ça m'a permis de lui expliquer quel était l'intérêt. Donc voilà, pour moi. Vous voyez pas l'intérêt de l'expo? De l'expo. Il voyait pas l'intérêt de l'expo. Je pense que bon, ouais, ça lui mettait mal à l'aise. Ça a permis de discuter pourquoi ça lui mettait mal à l'aise. Donc voilà, à travers une expo, il y a plein de choses qui en découlent. Et voilà, peut-être que cette femme-là, avec son mari, peut-être que dans la soirée était peut-être différente de ce qu'elle aurait été. Peut-être que ce jeune homme va peut-être se dire, en gros, voilà, pour moi. Peut-être qu'il a pas changé d'avis, non? Peut-être qu'il a pas changé d'avis, clairement, mais en tout cas, il aura entendu autre chose. Donc en gros, l'avenir de ce secteur-là, c'est difficile à dire. Pour moi, il continuera sa route à travers toutes les épreuves qu'il y a, et puis il sera plus ou moins bien selon ce que chacun y mettra, quoi. Je suis d'accord. Dernière question. C'est quoi ta vision de la Guadeloupe? Ma vision de la Guadeloupe? Ouais, qu'est-ce que tu aurais aimé pour la Guadeloupe? Si tu te projettes dans 10 ans, quand tu auras 60 ans. Dans 10 ans, j'aurai 50 ans, jeune homme. Alors, ce que j'aurais aimé, c'est que chaque personne soit consciente de ce que je viens de dire là, c'est-à-dire que les gens se rendent compte de l'impact qu'ils ont, en fait, parce que il y a beaucoup de gens, ça se voit par exemple quand c'est le moment de voter, il y a des gens qui disent ouais, c'est pas ma voix qui va changer quelque chose. Je pense que les gens ne se rendent pas compte individuellement de l'impact qu'ils peuvent avoir sur leur environnement, les gens qu'ils côtoient, leurs enfants, leurs voisins, leur ville, le monde. Parce que de toute façon, c'est évident que c'est la somme, j'avais dit ça une fois, dans Tenda Caillou d'ailleurs, ça, décidément, cette histoire de Tenda Caillou, où je disais, voilà, que chaque personne, chaque monde, c'est grain d'iré à sac d'iré à la Guadeloupe. Et les gens se rendent pas compte que ce que toi tu fais dans ton petit monde impacte ton petit monde, qui impacte le petit monde de quelqu'un d'autre, etc. Et je suis persuadée que si les gens se rendaient plus compte, alors je dis pas que tout le monde serait devenu un bisounours, mais je me dis que les gens penseraient moins que ce qu'ils font, ce qu'ils disent, le moyen bof, ils bon comme ça, je pense qu'il y en aurait peut-être moins. Et c'est ce que j'aimerais pour nous, que les gens se rendent compte qu'ils sont de l'importance de chacun, quoi. Et ça permettrait aussi peut-être de se respecter plus les uns les autres, que les éducations se fassent dans ce sens, etc., etc. Donc après, en termes de projet, concrètement, même si certains vont peut-être dire que j'ai une étiquette politique, mais non, je peux pas citer en tout cas comme ça d'idées précises sur comment ça devrait être, parce qu'il y a plein de domaines dans lesquels l'avenir de la Guadeloupe s'inscrit, l'environnement, les infrastructures, la ville de Pointe-à-Pitre, je sais pas moi, etc. Il y a plein de trucs à faire, et je me dis que voilà, dans tous ces trucs à faire, c'est des gens qu'il y a dedans, et que chaque personne se dit je peux faire un truc. Je pense qu'on pourrait faire de belles et grandes choses. Ok, merci à toi. Merci à toi. N'hésitez pas à nous suivre partout comme d'habitude, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, Twitter, de noter le podcast sur les applications que vous écoutez comme d'habitude. Prenez soin de vous, et puis qu'est-ce que je peux te souhaiter? De te rester, je ne sais pas, tu m'as prise de court là, je n'ai aucune idée de ce que tu veux me noter. Du succès. Mais voilà, disons ça. C'est pas mal. Voilà.